Les années 50. Une époque où des camions semblaient sortir non pas d'une chaîne de montage, mais d'un laboratoire d'idées folles. Des cabines aux allures de cockpit de fusée, des silhouettes massives, presque contre-intuitives. Des machines qui, aujourd'hui, ressemblent à des erreurs de calcul. La fin de la Seconde Guerre mondiale avait libéré une énergie créatrice brute chez les ingénieurs, les affranchissant des contraintes de la production militaire pour tester les idées les plus audacieuses. Mais derrière chaque design étrange, se cachait-il une simple extravagance, une erreur, ou la solution brillante à un problème jugé insoluble? La question n'est pas de savoir si ces machines étaient belles. La vraie question est pourquoi? Quelle logique cachée, quelle nécessité impérieuse justifiait de telles anomalies mécaniques? Chaque camion que nous allons examiner n'est pas une bizarrerie, c'est la réponse à un défi. Notre enquête commence. La première réponse à la question « Pourquoi ?» se cachait non pas en Amérique, mais dans les docks exigus de la Grande-Bretagne d'après-guerre, où il manquait littéralement quelques mètres pour la logistique. Ce problème fut résolu par un camion ressemblant plus à un insecte mécanique qu'à un poids lourd, le Scamel Scarab. Conçu à la fin des années 40, sa forme était dictée par une seule contrainte, l'espace. Il n'y en avait pas. Son apparence était le résultat direct de cette équation. Une cabine arrondie, un châssis court, une seule roue avant directrice. Son travail consistait à déplacer des remorques dans des terminaux portuaires bondés, là où un camion conventionnel était inutile. Pour y parvenir, les ingénieurs de Scamel ont créé une machine dont le processus de manœuvre était unique. Le camion approche d'un passage étroit entre deux wagons de chemin de fer. Le grondement rauque et tendu de son moteur 4 cylindres de 90 chevaux remplit l'air, accompagné du grincement des ressorts à lame sous le poids de la charge. Sa roue avant pivote à près de 90 degrés, puis la cabine plonge littéralement dans un espace inaccessible à tout autre tracteur. Le résultat était un rayon de braquage si court qu'il rivalisait avec celui d'une citadine moderne, une agilité absurde pour un véhicule industriel. Cette machine étrange n'était pas une fantaisie de designer, mais un outil de précision. Pour les ouvriers des docks, il était surnommé le cheval mécanique, un nom qui résumait parfaitement sa seule fonction: tirer des charges impossibles dans des espaces impossibles. Mais si le Scamel résolvait le problème du manque d'espace, le géant suivant est né pour combattre son excès. Quand les pétroliers français sont entrés dans le Sahara en 1957, ils avaient besoin d'une machine capable de défier une absence de route à l'échelle d'un continent. La réponse de l'ingénierie française? Le Berliet T100. Ses pneus étaient si grands qu'un adulte pouvait se tenir debout à l'intérieur. Un homme à côté de la roue semble minuscule, une simple pièce d'une machine monumentale. Sous la carrosserie, un moteur V12, cylindré 28 litres. Il développe 700 chevaux, une puissance colossale pour l'époque, indispensable pour mouvoir ce colosse de plusieurs dizaines de tonnes, même à vide. Une vibration profonde parcourt toute la structure métallique tandis que l'air brûlant du Sahara ondule au-dessus du capot. La cabine, perchée à la hauteur d'un deuxième étage, offrait au pilote une vue imprenable sur un océan de sable. Sa mission? Transporter des pipelines et des équipements de forage sur des centaines de kilomètres. Un navire du désert. Sur les plans larges, le camion n'est qu'un point minuscule, perdu dans l'immensité. Dans cet environnement extrême, le gigantisme n'est pas un choix. C'est la seule solution pour survivre et accomplir la tâche. Le T100 est devenu une célébrité industrielle, exposé dans les salons européens devant des foules stupéfaites. 4 exemplaires ont été construits, jamais 5. Mais la tâche d'ingénierie la plus étrange des années 50 ne concernait pas les charges physiques, mais les idées. Pendant que le Berliet T100 tirait des tonnes d'acier dans le sable, General Motors devait transporter quelque chose de bien plus fragile, un rêve du futur. Pour cela, ils ont créé une machine qui n'était pas du tout un camion. Son nom, le GMC Futureliner. Apparu à la fin des années 40, il était la pièce maîtresse de la parade du progrès. Son but n'était pas de livrer des marchandises, mais de livrer une vision. Le design était une déclaration, un fuselage rouge et blanc éblouissant, des formes lisses, aérodynamiques, inspirées des fusées de l'ère atomique. Et au centre, une cabine surélevée, tel un dôme de verre au sommet d'une tour de contrôle sur roue. La mécanique était secondaire. Un moteur 6 cylindres en ligne suffisait à déplacer l'immense structure d'exposition mobile entre les villes. Rien de plus. Le véritable spectacle commençait à l'arrêt. Un immense panneau latéral se soulevait lentement vers le ciel. De l'intérieur, une scène complète se déployait, révélant des moteurs expérimentaux et des concepts robotiques primitifs. Sous les yeux de la foule, le futur devenait tangible. Ces véhicules ont traversé des centaines de villes américaines, touchant des millions de personnes. Des décennies plus tard, l'un des 12 exemplaires construits a été restauré puis vendu aux enchères. Le marteau est tombé. Le prix final, plus de 4 millions de dollars.
Pendant que le GMC Futureliner brillait dans les parades, la véritable bataille d'ingénierie ne se jouait pas sur les podiums d'exposition, mais sur les routes publiques, où chaque centimètre de la longueur d'un camion était compté. L'enquête sur la façon dont cette bataille pour les centimètres a donné naissance à une toute nouvelle architecture commence par une question. Que faire lorsque la loi entrave votre activité? Dans les années 50, une législation américaine stricte limite la longueur totale des camions, un problème direct pour les transporteurs. Chaque mètre de capot est un mètre de moins pour la marchandise. La solution des ingénieurs de REO est radicale. Ils déplacent la cabine, directement au-dessus du moteur. Le concept de cabine avancée est né. Le résultat est immédiat. En éliminant le capot, la conception libère jusqu'à 2 voire 3 mètres de longueur utile. C'est l'équivalent de plusieurs mètres cubes de chargement supplémentaire sans enfreindre la loi. À l'intérieur d'un camion traditionnel, le conducteur voit la route par-dessus un long capot en métal. Dans le REO, la perspective est totalement inversée. Le conducteur est assis au-dessus de l'essieu avant, la route défilant juste sous ses pieds. La sensation est étrange. La vibration du moteur n'est plus devant, mais directement sous le siège. Un grondement sourd qui remonte dans le corps. Cette position permet au REO de manœuvrer dans des espaces urbains étroits, là où un camion à capot serait bloqué. Sous cette cabine compacte se cachent des moteurs 6 cylindres en ligne ou des V8. Des blocs dont la cylindrée dépasse 5,5 litres, produisant entre 180 et 220 chevaux. La transmission et la suspension à lame sont conçues pour un seul but, la durabilité sous une charge constante. Aucune fioriture, juste de l'efficacité brute. Ce design, né d'une contrainte légale et non d'une quête de performance, prouve que l'innovation répond souvent à une nécessité. Mais alors que le REO maîtrisait les villes, une nouvelle révolution se préparait sur les autoroutes naissantes. Les ingénieurs allaient maintenant déchaîner la puissance pure. Si le design du REO était une solution aux contraintes des anciennes routes, le Fajol Super Freighter est devenu le symbole de la conquête de nouvelles possibilités. Avec l'avènement des autoroutes à grande vitesse, le problème a changé. La priorité n'était plus la compacité, c'était la puissance pure. Au début des années 1950, l'économie américaine est en pleine expansion et un nouveau réseau d'asphalte s'étend à travers le continent. Cette infrastructure exige un nouveau type de machine et le Fajol est la réponse. Ses proportions n'ont pas été pensées pour contourner la loi, mais pour dominer la route. Une présence écrasante. Le camion est visuellement massif, une déclaration de puissance conçue pour les longues lignes droites des nouveaux highways. Sous la cabine avancée, les ingénieurs installent des moteurs V8, des blocs dont la cylindrée dépasse les 8 litres. Le but n'est plus l'agilité, mais la capacité à tracter des charges colossales sur des milliers de kilomètres, sans faiblir. La machine est construite autour de cet objectif. Le résultat? Plus de 300 chevaux vapeur. Une telle puissance, inédite pour l'époque, fait de ces camions les artères de la croissance économique, déplaçant les biens d'un bout à l'autre du pays. Le châssis et les essieux renforcés ne sont là que pour une seule chose, supporter la combinaison de la vitesse et du poids sur un bitume parfait. Avec sa puissance de plus de 300 chevaux, le Fajol était conçu pour dominer un monde d'asphalte idéal. Mais pendant que le Fajol et ses 300 chevaux conquéraient l'asphalte parfaitement lisse, de l'autre côté du monde, les ingénieurs étaient confrontés aux problèmes diamétralement opposés. Comment livrer des marchandises là où il n'y a aucune route? Pour cela, le Tatra 111 n'utilisait pas la force brute, mais une conception révolutionnaire pour son époque. Le châssis à poutre centrale. Un camion standard de cette période repose sur un cadre rigide et des ressorts à lame, idéal sur route, un désastre sur terrain accidenté, où le châssis rigide fait que les roues perdent le contact avec le sol. Le Tatra 111 adopte une philosophie radicalement différente. Il est construit autour d'un unique tube structurel. De ce tube partent des demi-essieux oscillants, permettant à chaque roue de se déplacer verticalement de manière indépendante. Le châssis se tord pour s'adapter au terrain. Les roues restent au sol. La traction est maximale. Au cœur de cette machine se trouve un moteur V12 diesel. Cylindré, 14,5 litres. Une force tranquille, conçue non pour la vitesse pure, mais pour une endurance à toute épreuve. La preuve ultime de cette ingénierie? La Sibérie. Dans ces étendues gelées où les infrastructures étaient inexistantes, les Tatra 111 ont servi sans relâche, gagnant leur réputation de machines quasi indestructibles. Certains exemplaires ont continué à fonctionner pendant plus de 40 ans. Et si le Tatra 111 était conçu pour la survie sur des terrains sans route, le monstre d'ingénierie suivant répondait à un défi d'une toute autre échelle, une échelle militaire. Sa mission unique? Déplacer par voie terrestre les plus lourdes machines de combat de son époque. Voici le Thornycroft Antar, développé au Royaume-Uni dans les années 50. Ce n'est pas un camion polyvalent, c'est un transporteur de chars. Sa cible principale est le char Centurion, une masse de 52 tonnes d'acier. Pour tracter une telle charge, son châssis a été massivement renforcé, reposant sur des
essieux multiples et des suspensions à lames spécifiquement conçues pour l'extrême. La masse totale du convoi pouvait dépasser les 100 tonnes, l'équivalent d'une colonne de 70 voitures. Piloter l'Antar, c'est une expérience physique. Le visage du conducteur est tendu par la concentration. Le convoi immense s'étire sur la route, une masse de métal en mouvement. À basse altitude, les roues gigantesques du tracteur passent dans un grondement sourd qui fait vibrer le sol. Le vrombissement à basse fréquence du moteur 6 cylindres en charge n'est pas juste un son. C'est une force qui se propage dans la cabine. Les chauffeurs le décrivaient comme une locomotive sur roue. L'inertie est colossale. Chaque accélération est une lente victoire contre la masse. Chaque freinage est une anticipation calculée pour maîtriser cette force titanesque. Dans cette équation, l'efficacité et le coût étaient des variables ignorées. Face aux machines universelles, les ingénieurs des années 50 devaient résoudre des problèmes bien plus brutaux. La mission? Déplacer par la route un char d'assaut de 40 tonnes. Pour cela, il fallait pas un camion, il fallait un monstre, le Diamond T 980. Sous son long capot, un moteur 6 cylindres en ligne, 14 litres de cylindrée. C'est l'équivalent du volume de 7 grandes bouteilles de soda. Sa puissance de 185 chevaux paraît modeste, mais elle est entièrement dédiée à un seul objectif, la traction pure. Une force capable de déplacer une masse équivalente à 10 voitures de tourisme. Le processus est mécanique, brutal. Le crochet d'attelage se verrouille dans un claquement de métal lourd. Le moteur gronde, un rugissement sourd et viscéral qui fait vibrer le châssis, tandis que les roues s'ancrent dans le sol cherchant la moindre prise. Puis, la masse colossale s'ébranle. Le camion tend chaque boulon de sa structure pour arracher la remorque et sa charge blindée à l'inertie, le grincement des chenilles sur la plateforme en acier résonnant comme un cri. Ce véhicule n'est pas conçu pour la vitesse. Il est un outil spécialisé de la logistique militaire, un instrument dont l'unique fonction est de positionner la puissance de feu là où elle est requise. Mètre par mètre, la machine tracte son fardeau à travers les terrains difficiles, là où les routes n'existent pas encore. Mais la puissance militaire n'était qu'une facette de l'équation. L'autre ambition était de conquérir le continent lui-même. Les nouvelles autoroutes exigeaient de la vitesse et de l'endurance, et la réponse de Kenworth à ce défi était, au premier abord, étrange. Son nez est une masse de chrome poli, une surface où se reflète le ruban infini de l'asphalte. La calandre est bombée, presque caricaturale, donnant naissance à son surnom, le Bull Nose, le nez de taureau. Le capot en acier s'arrondit en une courbe continue, glissant dans le vent, une apparence déroutante, une puissance colossale. Sous cette forme se cache un moteur, un 6 cylindres en ligne ou un V8, dont la cylindrée dépasse les 10 litres. La puissance atteint plus de 300 chevaux, soit le double de nombreuses voitures de sport de l'époque. Une force suffisante pour tracter l'équivalent d'une petite maison d'un océan à l'autre. Le Bullnose n'est pas un exercice de style. C'est une machine conçue pour un nouvel environnement, les longues distances ininterrompues. Le bourdonnement constant du moteur devient la bande-son de la route, un son qui a rythmé des milliers de traversées continentales. Le châssis lourd et les essieux renforcés sont la base de sa résistance. Kenworth utilise même des composants en aluminium pour alléger la structure, une innovation pour maximiser la charge utile. Chaque élément est un compromis entre poids et durabilité. Le but, ne jamais s'arrêter. Ce design, autrefois jugé bizarre, est devenu le symbole fonctionnel d'une décennie de transport long courrier. Mais pendant que le Bullnose dévorait les kilomètres sur les autoroutes, la chaîne logistique se heurtait à un nouveau problème, le labyrinthe urbain. Ici, une puissance de 300 chevaux était inutile. Il fallait de la maniabilité, de la polyvalence. Et la solution est venue sous la forme d'une machine qui ressemblait à une capsule sur roue, l'International Harvester Metrovan. Pour le livreur des années 50, c'était une révolution. Sa carrosserie arrondie et fermée lui permettait de se glisser dans les ruelles étroites, là où les gros camions ne passaient pas. Sous le plancher, un moteur 6 cylindres en ligne de 3 litres et demi. Sa puissance, environ 120 chevaux, juste assez pour se faufiler dans le trafic urbain avec sa cargaison, avec une transmission manuelle simple, conçue pour des milliers d'arrêts et de redémarrages quotidiens. Comment une simple capsule métallique sur roue a-t-elle pu devenir le symbole de la logistique du dernier kilomètre? Sa structure était un caméléon mécanique. Un jour, il transportait des outils pour un plombier. Le lendemain, il devenait un atelier mobile pour un électricien. Puis il a conquis la rue d'une autre manière, transformé en camion de glace, sa musique devenant la bande-son de l'été américain. Ce véhicule était la preuve que l'ingénierie ne se limitait pas au record de puissance, mais à la résolution des défis quotidiens. Mais si ce travailleur urbain semblait déjà inhabituel, la machine suivante nous ramène à un extrême de masse et de puissance. Un monde conçu pour un travail de plus de 100 tonnes. Du monstre pour char d'assaut au roi des autoroutes, jusqu'au travailleur urbain au visage de dessin animé. Chacun de ces camions n'était pas une simple machine. C'était une réponse technique, parfois désespérée, aux défis de son temps.
Guerre froide, boom économique, expansion des villes. Pour chaque défi logistique, une solution d'ingénierie unique. C'était une période d'expérimentation radicale où la forme suivait la fonction, souvent jusqu'à l'extrême. Il ne s'agissait pas d'esthétique, mais de pure créativité fonctionnelle pour résoudre des problèmes concrets. Cette ère représente un pic d'audace, un moment juste avant que la standardisation de la production de masse n'uniformise les designs et ne limite la prise de risque. L'expérimentation était la règle. Chaque véhicule était un prototype fonctionnel, un artefact de l'ère de la résolution de problèmes. Aujourd'hui, ces machines ne sont pas que du vieux métal. Elles sont la preuve matérielle qu'à chaque grand défi de la civilisation, l'ingénierie peut opposer une solution sur mesure. Partagez dans les commentaires la machine qui vous a le plus marqué. Pour continuer cette exploration des technologies qui façonnent notre monde, abonnez-vous.